bonjour. Donc, nous n'attendons pas les retardataires pour commencer cet après-midi, consacré donc à l'architecture portugaise et à la création portugaise contemporaine en général, en prolongement de l'exposition que j'espère vous avez déjà tous vue au moins une fois, les universalistes, 50 ans d'architecture portugaise, dont le commissaire est Nuno Grande, architecte, historien, critique d'architecture. L'exposition en effet, ouvrait tellement de portes que nous avons pensé avec Nuno et avec Miguel Magalhães, directeur de la Fondation Gulbenkian, qu'après la journée mémorable qui a permis ici à Álvaro Siza, à Souto de Moura et à tant d'autres de présenter leurs travaux la veille de l'inauguration, nous avons pensé qu'il fallait encore une journée de plus pour creuser un peu ce sujet, cette scène. Et nous allons faire 3 trous. Dans une dernière table ronde, nous creuserons à nouveau, cher Nuno, l'universalisme aujourd'hui, ce titre un peu quand même énigmatique que tu as donné à l'exposition, qui a fait couler de l'encre en France et qui continue, nous y reviendrons. Dans une table ronde, dans la deuxième table ronde, avec Miguel Magalhães, nous creuserons aussi une spécificité de cette scène portugaise qui est la richesse de ces liens interdisciplinaires, transdisciplinaires. Miguel dit souvent, avec un sourire modeste, le Portugal est un petit pays. C'est pour ça qu'on se connaît tous et que c'est facile qu'on travaille ensemble ou qu'on se rassemble. Sourire modeste typiquement portugais. Donc c'est Miguel qui modérera cette table ronde, avec en particulier, mais vous le verrez effectivement, un des nombreux spécimens franco-portugais de nos cultures, qui est Didier Faustino. Et dans cette première table ronde que je suis ravie de modérer, c'est une table ronde que j'ai préparée un petit peu pour Nuno, parce que dans cet universalisme donc, que tu revendiques pour la scène portugaise, cette capacité qu'elle a à se projeter, à échanger, à nourrir et se nourrir, nous, la France, on a une petite revendication, une exception culturelle. Nous pensons que le dialogue qui s'est noué entre l'école de Porto et la France a été beaucoup plus dense, beaucoup plus profond qu'avec d'autres pays. Voilà. Et pour t'expliquer ça, nous avons réuni donc des protagonistes intéressants et importants de cette intimité intellectuelle et conceptuelle et même de cette amitié qui s'est nouée entre l'école de Porto et la France. C'est une question de moment. Ça s'est joué à un moment précis, c'est une question de circonstance, mais c'est aussi une question de personne. Donc les architectes qui t'entourent et qui vont t'expliquer ça, avant que toi, à ton tour, tu nous donnes ta vision de la France, ce qu'elle a représenté ou ce qu'elle est pour le Portugal. Je les présente pour le public. C'est donc à ma gauche, Hervé Baudouin, qui est architecte, photographe, dit-il aussi, qui est ancien élève de l'école d'architecture de Nancy, ça se précise, et qui donc travaille à Niort, ton agence est à Niort, et qui a donc une longue pratique professionnelle et aussi amicale avec Álvaro Siza et Eduardo Souto de Moura. Il nous parlera en particulier des travaux d'Eduardo Souto de Moura en France, connus et moins connus. Ensuite, je présente Bernard Desmoulins, architecte, professeur, ancien donc de l'atelier Siriani du Grand Palais, on en a parlé tout à l'heure, et qui très gentiment acceptera aussi, je pense, Nuno, de t'expliquer, en tant qu'ancien étudiant, en tant qu'ancien, toujours jeune, mais ancien jeune praticien des années 80, je pense qu'il va t'expliquer ce que nous a apporté, ce que nous ont apporté les architectes du Portugal à un moment précis. Nous posions beaucoup de questions. Je présente aussi, bien sûr, Laurent Baudouin, qui je donnerai la parole tout à l'heure en tout premier, qui est architecte, professeur, bien sûr, et qui lui-même aussi a une très longue expérience non seulement de critique, d'analyse critique et de publication sur l'école de Porto en général, mais une expérience très très étroite et longue avec Álvaro Siza aussi et Eduardo Souto de Moura. De même aussi que Jean-Pierre Pranlas-Descours, qui est lui aussi architecte, enseignant, professeur, très longue expérience, encore une fois, de très longue connaissance avec Álvaro Siza, et qui nous expliquera en particulier comment, par cercle concentrique, il en est venu à plonger, à tenter en ce moment l'expérience d'entrer directement dans la fabrique conceptuelle d'Álvaro Siza, quelque part en France. Voilà. Alors, donc,
Pour commencer, je voudrais effectivement rappeler quelques points, quelques réalités historiques. La première publication, ça a été rappelé à l'inauguration de l'exposition. La première publication qui a été faite sur le Portugal, c'est en juin 1976, c'était à l'initiative de Bernard Huet dans la revue Architecture d'aujourd'hui. Comment ? Oui, ayons une pensée pour lui en effet aujourd'hui, absolument. Merci Nono. Absolument. Et un peu de temps après, le deuxième, parce que la dissémination de CISA en France, c'est un petit peu comme une maladie positive, quoi. Finalement, le patient 0, c'était Bernard Huet, patient 1, et le patient 2, c'est Laurent Baudouin. Voilà, parce que la seconde grande publication qui se produit en France, c'est en 77, et c'est un entretien qui est mené par Laurent Baudouin et Christine Rousselot avec Alvaro Siza. Est-ce que tu pourrais nous rappeler les circonstances de cette interview ? Laurent. Et d'abord, quel âge tu avais ? Quel âge vous aviez et qui étiez-vous ? Bon, on était, je crois même me souvenir que tu étais là, étudiant peut-être en 5e année, 4e année, je ne sais plus. Je pense que c'est 4e. 4e année, et on publie un petit journal d'école ensemble. Dans ces périodes-là, la question de l'architecture était secondaire par rapport à toutes d'autres sortes de préoccupations qui nous intéressaient pas. Et donc il fallait trouver nos professeurs en dehors de l'école. Et on a trouvé des gens intéressants au Tessin, par exemple, et au Portugal. Et finalement, dans des pays qui n'étaient pas centraux et un peu à l'écart. Les travaux de CISA ont été beaucoup publiés au début par les Italiens, en particulier par la revue Lotus, par la Casabella, bien sûr. Et puis, les tout premiers projets que j'ai vus de lui, c'est dans la revue Controspazio, qui est une revue très, très intéressante à cette époque, qui montrait quelques images en noir et blanc, très énigmatiques. Et c'est finalement l'énigme de ces images qui m'intéressait. On voyait vaguement une sorte de rapport avec Alto. Donc on a décidé avec Christine Rousselot de partir et de rencontrer CISA. Et grâce à Jacques Lucan, qui nous avait donné un feu vert pour publier une interview dans MC, on a fait cette interview qui s'est suivie de 2 numéros spéciaux de l'architecture d'aujourd'hui, à 10 ans d'intervalle. Voilà, et après, bon, on a continué. Oui, c'est un petit peu le point de départ de cette dissémination. Et ensuite, donc, effectivement, cette expérience les travaux de CISA vont très vite être connus et appréciés en France, et en particulier, effectivement, au sein des écoles et chez les étudiants. En particulier, dans des méthodes de dissémination un peu spéciales. Oui, il y a beaucoup d'étudiants et d'écoles, souvent en province d'ailleurs, qui se sont intéressés à CISA, à Rennes, à Saint-Étienne, Nancy. Et c'est vrai que l'influence de CISA en France, elle passait par les étudiants, plus que par autre chose, des choses institutionnelles. Tu t'en souviens, Bernard ? Tu pourrais nous rappeler, ou rappeler plutôt à des gens, à notre public, ce que ça représentait pour les étudiants de cette époque, parce que c'était hors académie, hein, Nuno, c'était hors enseignement, cette influence. Ça ne se passait pas par les cours. En fait, non, ça ne passait pas par les cours. Mais par contre, ce qui était développé à cette époque, c'était la curiosité chez les étudiants, chose qui existe quand même de moins en moins. Et c'est vrai qu'on attendait un nom, où effectivement le travail des revues était très important, puisqu'on passait notre temps à lire les revues comme Architecture d'aujourd'hui, Casabella, Controspazio, je me souviens très très bien. Et la culture avait passé par là. Et il suffisait de voir simplement une image, et on prenait notre voiture, on allait, je me souviens tout jeune, on allait au Portugal, on allait en Italie, on allait en Espagne, surtout au Portugal et en Italie. Et des noms comme ça apparaissaient à l'époque, des gens comme Carlos Carp, Aldo Rossi, et peut-être le moins connu à l'époque, sans doute, Alvaro Siza. Et on ne comprenait pas tout. Mais il fallait toute une vie après pour pouvoir développer ça, comprendre les subtilités
Donc le côté, ce que disait Laurent, le côté énigmatique, nous intriguait beaucoup. C'est-à-dire que, d'abord on se demandait, je me souviens les premières images que j'ai vues d'Alvaro Siza, on se demandait mais pourquoi montrer ça? Simplement parce que c'était déjà un petit peu en marge par rapport à tout ce qu'on pouvait apprendre, regarder. En marge de quoi? D'un enseignement qui était beaucoup plus, comment dirais-je, institutionnel. C'est-à-dire qu'il y avait les grandes figures de l'architecture, les grandes figures internationales, il y avait les grands noms, et puis apparaissaient des petits satellites comme ça, qui plus tard auront une importance énorme. Mais c'était, comment dirais-je, j'ai l'impression que ces figures sont apparues quand nous étions étudiants. C'est-à-dire que, voilà, on grandissait avec elles, quoi, à nos côtés. Et c'était pas... Alvaro Siza, comme l'a rappelé Laurent, c'était vraiment pas la figure majeure à l'époque, c'était le côté énigmatique. Il y a une autre chose qui nous intéressait, c'est l'importance donnée au dessin. Par exemple, si on regarde les personnes dont tu parlais, Aldo Rossi ou Siza, c'est des gens qui dessinent et dont la transmission de l'architecture passe par le dessin. Et ça, c'est quelque chose qui, à l'époque, était totalement inconnu et qui est redevenu inconnu. Aujourd'hui, cette question du dessin a à nouveau disparu des préoccupations des étudiants. Les architectes qui étaient en manque de dessin trouvaient chez ces personnalités une espèce de source extraordinaire. Et donc, à partir de ces années, effectivement, 77, cette dissémination, très rapidement, par quel chemin bon, il y a eu des publications, des allers-retours, tu as noué un rapport effectivement assez étroit à ce moment-là avec Alvaro Siza. Et quel est le chemin qui a mené effectivement assez vite à cette fameuse expérience de Montreuil que nous allons d'abord vous présenter, parce qu'effectivement, cette présence d'Alvaro Siza par les projets en France, ça commence avec une expérience assez... que peut-être... dont on aurait pu espérer mieux, qui n'a pas forcément été toujours très heureuse pour Siza, mais qui a cristallisé une scène, qui a cristallisé un débat en France. Et donc, si tu peux nous rappeler juste rapidement, avant de montrer Montreuil, comment de 77 à je ne sais plus quand, voilà, 92, comment Alvaro Siza en est venu, en effet, à piloter une opération d'urbanisme très importante et rassemblant beaucoup d'architectes. Bon, les projets de Siza qui nous intéressaient quand on l'a rencontré et qui étaient le cœur de son travail à l'époque, fin des années 70, c'était les projets du SAL. Donc des projets qui étaient en participation avec les logement social qui ont été largement présentés lors du précédent colloque et qui sont magnifiquement présentés à la Biennale de Venise actuellement dans le lieu occupé par Alvaro Siza dont tu as dirigé l'organisation. Donc c'est par ce biais de la participation des habitants que la ville de Montreuil, par l'intermédiaire d'une architecte d'origine brésilienne qui est Cristina Garcés, a invité Alvaro à faire une proposition pour l'aménagement du centre-ville. Voilà, donc ça, je peux montrer rapidement. Tu peux nous montrer cette expérience, oui. Je serai infernal sur le télé. Oui, non, on va aller très vite. Il y a beaucoup d'images, mais c'est 20 ans de travail. Donc, oui. Non, mais c'est important. Je pense que c'est important de peut-être de le montrer encore une fois à Nuno, qui est notre... Voilà. Le secteur proposé à l'étude était assez grand, figuré par rapport à la surface globale de la ville. Les premières choses qu'on a découvert, c'est que Montreuil a une histoire très très particulière, très différente de la ville de Paris, à la fois dans sa structure parcellaire et même dans sa typologie. Montreuil, c'est une ville qui a des origines agricoles et dont tout le territoire, même dans le cœur de ville, est strié de murs qui servaient à la culture des arbres fruitiers, et entre les murs étaient cultivés des fruits et légumes. Donc ils ont développé une technique de capteurs solaires à partir de murs de pierre qui sont des déchets des carrières
de plâtre pour le plâtre de Paris. Donc, avec les pierres qui sortaient, il y a même des scories de charbon de bois dans les murs. On construisait ces murs et toute la ville est entièrement équipée de ça. Donc cette ville a pris une certaine importance. Là, on voit une photographie de la première mairie avec un photomontage, j'imagine, d'un aérostat pour montrer la modernité. Et puis, elle a grandi beaucoup dans les années 30. Là, on voit une période courte, mais assez étonnante, où il y avait un projet de reconstruction de la mairie et ils avaient envisagé de garder la mairie ancienne, ce qui aurait été très très bien, mais malheureusement, au fond, ils n'ont pas réussi à s'empêcher de faire autre chose. Et ce centre-ville, comme beaucoup, donc ça c'est la ville dans les années 60. Ce centre-ville a été transformé par un architecte qui s'appelle Claude Le Goas, qui a pratiquement tout construit et qui a fait un projet de modernisation du centre-ville. Donc ça, c'est la ville de Montreuil, le cœur de la ville de Montreuil. Vous êtes juste en face de la mairie, tel que nous l'avons découvert avec Alvaro Siza dans les premières réunions. Donc la question, c'est qu'est-ce qu'on fait de tout ça ? Tout ça, c'était un centre des expositions, un espèce de théâtre à l'intérieur, un immense centre commercial qui était totalement en faillite, et des tours, des logements sociaux juste à côté, une gare de bus, etc. Donc Siza, un peu dépité au début, s'est attaqué au problème de ce cœur de ville. Voilà, le principe, c'était qu'il y a, vous voyez comme beaucoup de villes, une passerelle qui conduit des logements sociaux qui sont montés sur une espèce de colline artificielle masquant les parkings. Et les gens pour aller au métro, il fallait qu'ils traversent la passerelle d'une part et le centre commercial comme un passage obligé. La première action, donc l'équipe s'est montée avec nous, Alvaro Siza, avec Christian de Villers et Michel Corajou comme paysagistes. On s'est réparti le travail. Christian s'est occupé des boulevards urbains en périphérie parce que le cœur de ville était traversé par un trafic de transit simplement. Donc il fallait trouver des solutions pour contourner les véhicules. Siza s'est occupé du cœur de ville juste devant la mairie, le quartier directement lié à la mairie. Nous, on a travaillé sur les logements en périphérie et Michel a travaillé sur tout. Le premier travail de Siza, c'était un repérage, un espèce de parcours, d'arpentage des lieux et accompagné de dessins, de croquis, de photographies aussi. Et ensuite, on a monté une agence d'architecture qui a vécu 2 ans dans un des bâtiments du site, dans lequel on a travaillé ensemble avec Luis Mendes, qu'on aperçoit sur cette photographie, et Sandra Barclay, qui a travaillé également sur le projet. Ici, ce sont les croquis de Siza, donc on peut voir les toutes premières intentions, c'était de constituer avec les tours des espaces publics qui étaient un peu en quinconce. C'est-à-dire on avait une place, un bâtiment, une place, etc. Les autres intentions, c'était trouver autour une accroche au sol directe et non pas un espèce d'immense plateau faisant le socle de la tour. Et ensuite, à l'arrière, vous voyez qu'il y avait projeté des bâtiments linéaires. Très vite, Alvaro Siza, avec le regard très aigu de Michel Corajou, a compris qu'il y avait un enjeu très important dans l'ouverture paysagère de ce quartier qui était l'objet d'une ZAC qui fonctionnait avec des bâtiments en périphérie sur le modèle haussmannien, qui n'est absolument pas le modèle de Montreuil. Et Siza a compris qu'il y avait un enjeu majeur à ouvrir des perspectives sur la colline montante depuis le centre-ville vers le haut du site. Ça, c'est la place de la mairie, et les 3 places en quinconce sont celles-ci. Différentes esquisses où on voit l'évolution du projet
avec un enjeu fort devant la mairie, qui a constitué finalement dans l'idée d'installer là un théâtre. Dans le centre commercial, il y avait un théâtre, donc l'idée qu'on a développée, c'était construire face à la mairie, avec un fort rapport institutionnel, un nouveau théâtre qui permettrait de recevoir le théâtre et de démolir le théâtre existant. Donc voilà l'esquisse globale. Et ensuite, un autre enjeu était de détruire la gare routière et de trouver une organisation pour les bus qui soit intégrée au tissu. Ne pas faire une gare, mais faire simplement des arrêts de bus pour que le centre-ville soit un vrai centre-ville. Et ensuite, il y avait un besoin de centre commercial et une rue piétonne qui a été proposée ici en parallèle des bâtiments de logement. Voilà l'ensemble du travail. Donc nous, on développait des travaux dans la périphérie de ce centre. C'est l'image précédente, pardon, c'est le moment où nous avons cessé notre mission. Donc on a travaillé 2 ans, 1 an avec Christian de Villers, et nous, on est resté 2 années autour de CISA. Et ensuite, la ville devait lui donner la commande de l'ensemble, de la réalisation de l'ensemble. Il avait refait le tissu, quoi. Là, on voit réapparaître un tissu. Oui, un tissu, je ne sais pas si c'est le mot, mais disons des éléments qui articulent les très grandes différences des objets qu'on peut trouver dans cette ville, qui sont soit des maisons assez basses, par exemple ici, là, qui rattrapent des hauteurs, ou une manière d'absorber ou de familiariser les tours avec le sol. Et puis les bâtiments institutionnels dont j'ai parlé, le centre commercial et le théâtre. Donc la ville a confié directement à CISA le projet de tout ça, imprudemment, parce que en France, on ne dit pas à quelqu'un, tiens, dessine-moi un théâtre. Voilà. Ils ont commis cette erreur et CISA, avec beaucoup de générosité, s'est lancé dans le projet. Il a fait un premier projet qu'on va voir ici, donc ça c'est peut-être une chose que personne n'a encore vue. Un premier projet de théâtre, voilà, devant la place de la mairie, voilà la mairie. Autour de la mairie, on a redessiné les sorties de métro, on les a réimplantées sur la place. Donc la RATP a refait des nouvelles stations de métro. Ça, ce sont les dessins des espaces publics. Une sculpture proposée par CISA sur cet espace qui s'appelait Place Guernica. Les dessins du centre commercial, avec une première version, avec une arcade. Et une seconde version, à la demande du promoteur, de fait, il voulait absolument qu'il y ait une rue intérieure, parce que un centre commercial, il y a forcément une rue intérieure. C'était une espèce de mythologie des centres commerciaux, encore très très forte, même jusqu'à cette période où travaillait Alvaro. Et malgré donc la présence de cette rue, tout autour, il y avait des boutiques. Encore un projet d'immeuble commandé par la ville qui n'est pas réalisé, toujours dans le même secteur, voilà, en liaison entre les tours et les logements sociaux. Des bâtiments qu'Alvaro Siza a proposé de conserver, des bâtiments, ça c'est un immeuble d'une pharmacie ancien qui, dans l'esprit de la mairie, devait être démoli pour faire tout en neuf. Et ça crée une pièce gênante, entre guillemets, pour les architectes chargés de faire le bâtiment, ou pour lui-même. Mais cette gêne était évidemment l'intérêt majeur du projet. Donc, autour de cette pharmacie, CISA a fait des dessins pour un immeuble. Il en a fait plusieurs variantes. Un immeuble de logement. Et puis, enfin, le théâtre. Donc le théâtre, la première proposition, on est dans la période où il fait le musée au Brésil. Donc il y a
entre autres, il y avait beaucoup de thèmes proches de ça dans son travail de cette époque, il propose une espèce de galerie qui mène le visiteur dans une promenade à travers les arbres jusqu'à l'entrée du théâtre. Cette galerie se passait à travers les arbres, sauf que la ville avait oublié de dire à Alvaro Siza que la place de la mairie était un site classé boisé, donc il est strictement interdit d'y construire quoi que ce soit. C'est la rampe qu'on voit en haut. Oui, voilà les plans de ce théâtre, de la première version, les esquisses, la maquette magnifique du projet. Donc on voit en tout cas que dans ce travail ici, l'idée est très claire. L'idée est de démarrer la topographie de la colline sur laquelle, qui s'appelle Zac Valvin, sur lequel tu as construit, démarrer le jeu de topographie depuis la place et petit à petit laisser la perspective monter vers la colline. Voilà ce théâtre qui ne s'est pas fait, donc. Un espèce de jeu de gradins. Voilà les esquisses. Après, donc, qu'on l'ait informé des contraintes réglementaires, il en a fait une deuxième version avec une rampe plus concentrée, peut-être même encore plus intéressante, avec un hall qui se développait vers la partie haute. Voilà les coupes sur la maquette et la place d'ensemble. À la fin, donc, c'est peut-être la période la plus dramatique. À la fin de ce travail, la ville s'aperçoit que pour construire un bâtiment avec des subventions, en France, il faut faire un concours. Ils avaient oublié ce petit détail qu'on ne peut pas juste donner... Peut-être au Portugal, c'est possible, ce qui fait que CISA ne s'est pas du tout inquiété. Et nous n'étions pas du tout partenaires, donc on n'a pas pu non plus conseiller ou quoi que ce soit. Et comme CISA avait déjà fait des esquisses du projet, il ne pouvait plus participer au concours. Parce qu'il devenait un sachant. Un terme technocratique pour dire qu'on ne peut pas participer au concours. Et donc, ils lui ont demandé d'être dans le jury. Et là, il a donné sa démission. Donc, ayant quitté complètement le projet, il y a eu un concours où on a participé, une candidature, je ne sais pas comment c'est passé, pour reprendre la suite. Donc, on a été chargé de mener à bien l'ensemble du plan en poursuivant le travail de CISA. Donc, c'est un travail qui a pris beaucoup de temps, laborieux, très, très complexe, mais je pense qu'on a mené à bien jusqu'à ce que ça ait été plus possible. Oui. Donc voilà l'ensemble du site. Voilà les bâtiments qui ont été construits. Donc au fond, par rapport au projet, donc il y a à la fois des déceptions. Évidemment, ça aurait été extraordinaire d'avoir un centre-ville en France entier dessiné par Alvaro Siza. C'est une occasion ratée, comme c'est une spécialité française. Mais néanmoins, le projet a été construit avec d'autres. Oui, tout à fait. Donc, ce n'est pas forcément une faillite du point de vue de l'urbanisme. Tout à fait. Ces 3 ans, enfin, cette période qui, effectivement, n'a pas été heureuse pour Alvaro Siza, j'imagine, Nuno, elle a été une possibilité quand même pour lui effectivement, c'est une réflexion à long terme sur un grand morceau de ville, et elle a mis ensuite, effectivement, en contact toute une génération, enfin toute une constellation d'architectes qui sont venus ensuite faire le projet sous la responsabilité de Laurent. Oui, je peux dire que Siza, il n'est pas un urbaniste. Il ne croit pas à l'idée de la spécialisation de l'urbanisme comme profession. Il dit toujours, je dessine une ville comme je dessine un édifice. Et c'est vrai que pour lui, ça serait mieux de construire ce théâtre. Mais je pense que, à mon avis, comme vous disiez, il y a quelque chose qui a resté de l'idée de l'ouverture de la ville sur le reste du tissu, non ? De faire un nouveau centre-ville.
Oui, absolument. Mais peut-être ce serait intéressant à ce moment-là qu'on revienne après sur les logements que fera CISA à Montreuil, Laurent, et de donner la parole à Jean-Pierre, parce que pour à son tour, parce que ça commence à oui, je veux bien. Ça commence à Montreuil aussi, pour raconter à son tour et raconter à Nuno les circonstances dans lesquelles tu as rencontré tu as pris connaissance des travaux de CISA, tu as rencontré CISA, et comment ça s'est joué jusqu'à aujourd'hui. En fait, moi, je ne connaissais pas du tout. Est-ce qu'on peut préparer, s'il vous plaît, la présentation de Jean-Pierre Pralas-Descours? Je ne connaissais pas très bien l'architecture de CISA. En fait, j'étais dans un couloir à l'école de Versailles, j'étais un très très jeune étudiant. Et il y a des étudiants qui passaient leur diplôme, qui m'ont dit « Ah, tu ne pourrais pas aller chercher un type à l'aéroport ?» Donc j'avais une vieille 4L, donc j'étais chercher un type qui s'appelait CISA. Voilà, donc c'est comme ça que je l'ai rencontré. Alors juste pour l'anecdote, il dit qu'est-ce qu'il y a d'intéressant à voir en France en ce moment comme architecture. Je ne savais pas trop, comme toujours d'ailleurs, à chaque fois que quelqu'un me demande. Et je lui dis bon, on va aller voir les hautes formes, pour Zampa. C'est un truc qui a été publié partout, quoi, voilà. Bon, j'avais quelques doutes là-dessus. Et en fait, c'était assez bien parce qu'il était visité ça. Et en fait, la seule chose qui l'intéressait, c'était les gaines techniques. Parce qu'il avait un problème sur un chantier de gaines techniques. L'architecture, je pense que ça ne l'intéressait pas du tout, cette architecture-là. Donc on a fait le tour des parkings et des gaines pour aller voir les gaines, quoi, voilà. Donc ça m'a dit, tiens, je me suis dit, tiens, c'est un type assez intéressant, ça. Donc après, j'ai regardé un peu son architecture. Voilà, je plaisante à pleine, mais c'était un peu ça, quand même, l'histoire. Voilà, donc moi, j'étais amené, en fait, à intervenir, justement, à Montreuil, dans un certain nombre de projets. Le premier projet qui était un petit peu à l'extérieur, à la limite de la... Pour ça, j'ai appelé ça les trois petits cercles. C'était un projet à l'extérieur du centre-ville, qui était l'autre côté de la rue de l'Église. La ZAC, proprement dit, s'arrêtait à la rue de l'Église. Voilà, donc on voit, si j'ai mon pointeur, oui. Voilà, la rue de l'Église est là. Et en fait, tout le dessin du quartier dessiné par CISA était là. Et il y a donc, la ville a lancé un concours sur cet îlot, en disant, bon, il faut qu'il y ait une certaine continuité des deux parties de la rue, ça vaut mieux. Et donc, j'ai gagné ce concours, qui était en fait un concours qui était à la fois sur un peu un travail d'urbanisme ou d'architecture. Effectivement, aussi, je pense que c'est exactement la même chose, et qui finalement s'est concrétisé par la construction d'une opération de logement. Donc je vais montrer assez rapidement, je ne vais pas m'étendre, mais qui avait quand même une caractéristique pragmatique, c'était que, en fait, dans cet îlot-là, on ne voit pas très bien sur ces photos, mais il y avait 2 murs à pêche, en fait, qui fabriquaient le parcellaire, qu'on ne voit pas ici, et qui étaient des éléments structurants de ce parcellaire-là. Et en fait, c'était un point de départ avec effectivement des bâtiments très disparates, des maisons. Peut-être, voilà, on voit un peu sur cette maquette des maisons. On revient en arrière, comme ça. Voilà. Avec des maisons individuelles, des espèces de petits immeubles de rapport, rue de l'Église, datant du 18e, 19e siècle, et puis des hangars aussi en bois, de matériaux, tout un mélange, et puis voilà. Et puis cette parcelle-là, qui était très, très hybride, d'une certaine manière, très mélangée. Et l'idée, c'était de se dire, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Enfin, c'était un peu l'esprit global à l'échelle de toute la ville, mais nous, on avait un micro-projet qui, finalement, se posait la question de toutes ces choses-là. Donc, on était effectivement rue de l'Église, il y avait un désaffleurement, enfin, un double alignement, d'ailleurs, ici, de l'alignement de la rue de l'Église. Donc, on a repris en faisant ce bâtiment-là. Et puis, on a effectivement travaillé très simplement sur l'installation de différentes typologies d'habitat, avoir une espèce de mixité qui était la caractéristique de Montreuil. Il y a tout type d'habitat à Montreuil, c'est assez fantastique pour ça. C'est pour ça que tous les bobos vont habiter Montreuil maintenant d'ailleurs. Et puis d'utiliser finalement, en les reconstruisant d'ailleurs, ces 2 murs à pêche, parce que les murs à pêche c'est très beau, c'est très joli, mais ça tient pas, quoi. On pousse et c'est assez léger quand même d'une certaine manière. Donc on a finalement reconstitué de manière exactement sur les mêmes emplacements et qui ont permis de finalement structurer
cette association typologique en faisant un bâtiment qui est un bâtiment de logement collectif, des logements intermédiaires ici, c'est-à-dire un logement au rez-de-chaussée, des duplex au-dessus, et puis une série de maisons individuelles avec des jardins. Voilà. Donc ça formait ces cours et donc on réinvestissait l'échelle finalement intéressante de ces cours. C'est un projet que tu menais volontairement, donc en écho à ce... Oui, alors c'était un écho très loin parce qu'on a gagné le concours en 1994 et on a fini les logements en 2009. Donc c'est un écho, c'est le temps long, c'est ça que tu dis, le temps long. Voilà, le temps long du projet. Voilà. L'architecture lente. Voilà, l'architecture lente, alors très lente là, voilà. Donc voilà, et donc on a un peu mélangé plusieurs choses effectivement assez simples, aussi en termes de matérialité, ces murs reconstitués, sablés qui donnaient une certaine matérialité, l'enduit blanc, et puis à un moment donné aussi toute la façade qui est en bois, en fait, qui renvoie d'ailleurs au hangar en bois qui était posé au milieu de cet îlot. C'était assez beau. Le bois était brûlé, mais nous, on n'a pas brûlé le bois. Et puis, on a ce retour de ces logements en bois. D'ailleurs, on voyait toute l'église avec le profil de l'église. Voilà, donc c'est une espèce de résonance un peu. Putain, tout est fondé un peu sur la résonance, je pense, dans le travail de CISA. Deuxième opération, je vais montrer les trois en même temps. Hein. Tu te rapproches du... Voilà, je me rapproche du centre. Donc là, en fait, on a été sollicité pour intervenir dans la ZAC Valvin, cette fameuse ZAC, effectivement, qui ouvrait le paysage dans le dessin de CISA, c'est-à-dire à un moment donné, de ne pas fermer l'îlot, qui était d'ailleurs le dessin original, et d'ouvrir pour aller chercher finalement les coteaux, parce qu'il y a toute une topographie dans ce site-là. Et effectivement, le fait que dans ce cheminement-là, il y a déjà entre ce point-là et ce point-là 4 mètres, et on arrive à 6-7 mètres de montée. Donc c'est en fait une manière d'irradier comme ça le paysage qui redescend vers le... Voilà. Alors, ce qui était assez étrange, c'est que CISA avait fait ses croquis, là, je vais revenir, ces croquis, ces volumes faits à main levée, comme ça, dessinés. Et après, il y a eu un urbaniste spécialisé qui a fait un règlement PLU et qui a pris les dessins, qui les a forgés et figés dans le marbre, c'est-à-dire les hauteurs, les épaisseurs, les largeurs, tout était dessiné. Mais quand je dis tout, c'est-à-dire que les bâtiments faisaient 16 mètres 20 de large, mais pas 17 ni 15, ils devaient faire 16 mètres, quoi. Voilà, donc là, à un moment donné, c'était une épure d'un dessin qui, à un moment donné, devenait... Donc c'était un thème assez intéressant. Le logement, c'est un peu figure libre, figure imposée, c'est comme patinage artistique. Donc, nous reviendrons à Hervé Baudouin sur quelques donc on avait fait la figure libre, on a fait la figure imposée. Et donc, ce qui était très intéressant, parce qu'on avait un maître d'ouvrage qui voulait plutôt, très bon maître d'ouvrage d'ailleurs, le groupe ARC, qui voulait plutôt faire des logements avec des T4 à 74 mètres carrés, des T3 à 55, et voilà. Et les contraintes réglementaires de ce projet ont fait que finalement, avec ces épaisseurs-là, on a fait des T3 à 85 mètres carrés, des T4 à 92, et on a fait un peu de tout, quoi, voilà, parce que la volumétrie était figée. Et du coup, on a fait des loggias très profonds. Donc, qu'est-ce qu'on a fait finalement dans ce projet-là? On s'est dit, finalement, il doit être bien ce dessin de CISA. Il y a un enchaînement des volumétriques qui fonctionne plutôt assez bien. Donc, on va pas réinterpréter le dessin pour faire de l'architecture, comme on dit, mais plutôt d'en faire une épure et de reprendre ce dessin extrêmement pur, et même de le souligner d'une manière très systématique, avec un dessin assez précis des façades, pour arriver effectivement à avoir ces lignes qui en fait répètent indéfiniment l'épure de CISA. Mais ça nous a permis quand même de faire des loggias de 2,50 m de profondeur, donner des conforts d'habitabilité avec une façade par exemple plein sud, donc on pouvait tout à fait le faire. Voilà, et son dessin qui arrive. Et puis il y a toujours d'ailleurs chez CISA un travail assez intéressant générique sur la volumétrie, la densité de la volumétrie, qu'on va creuser, qu'on va chercher des profondeurs à partir de volumes un peu élémentaires et qui petit à petit se déforment. Dans cette notion de profondeur, alors vous voyez, ça donne des espèces de très grandes profondeurs les logements, puisqu'on avait des logements traversant de 16 mètres, donc c'est plutôt assez intéressant. Donc du coup, on a des vues intérieures dans les logements, et puis après, des évolutions possibles sur ces loggias qui se referment ou se referment pas. Et la même chose sur l'intérieur ici.
Et on a le même phénomène, parce qu'en haut, le bâtiment lui-même, c'est une espèce de S un peu tordu qui se creuse avec une voie. Et donc, il y a effectivement cette voie qui passe en dessous. Et on rentre après dans cet espace pour justement redonner le paysage à travers le bâtiment, le paysage que recherchait Cizade, de ramener le paysage à l'intérieur de la ville. Des bâtiments eux-mêmes, on a aussi la relation vers le centre-ville. D'ailleurs, légèrement sur la droite, on aperçoit le théâtre qui a été construit par Dominique Coulon. Et donc, on a ce retour. Et donc, on a profité effectivement de la rampe parking. On a fait un peu chic pour une fois, pour profiter de la profondeur, effectivement, de la projection à l'intérieur. Alors bon, je continue. Oui, je continue. Ok, donc après, je vais parler quand même du troisième projet, puisque je suis dans la foulée, un peu plus longtemps. Donc après, finalement, on est rentré dans une relation avec Alvaro de manière plus intime, je dirais, parce que, bon, après, je connais assez bien l'architecture, comme les gens qui sont ici. Mais on a essayé de finalement dire... je me suis dit, tiens, ça serait intéressant de faire une vraie expérience de l'intérieur, quoi. Voilà. Bon, et puis aussi, je pensais qu'il fallait trouver quelqu'un pour construire une église, et c'est assez difficile de trouver des architectes. On en parlait avec Bernard tout à l'heure. Une église, c'est un programme à la fois idéal, mais à la fois très compliqué. Il y a plein d'églises qui sont des gesticulations architecturales, et là, c'est un autre problème. Alors, en fait, il se trouvait que pendant une vingtaine d'années, j'ai travaillé sur un espèce de petit Zidlung breton, on va dire, un peu blanc, là, voilà, un peu unitaire, un peu cheap, d'une certaine manière, mais avec tout un travail sur les variations typologiques, enfin, voilà, à côté de Saint-Jean-de-Lagrange. Et dans cette communauté presque constituée, l'archevêché souhaitait construire une église, parce que même en Bretagne, les pèlerins vont plus dans les églises, donc il faut aller au devant des pèlerins, et donc ils ont souhaité, le nouvel archevêque, qui est arrivé il y a 5 ans, a souhaité commencer à reconstruire des églises, bien qu'en Bretagne, comme vous le savez, il y a quelques églises déjà, mais ils n'avaient pas construit d'église depuis 40 ans. Voilà, donc c'est parti sur cette idée-là, et un jour s'est posé la question, bien évidemment, de l'église est là à peu près, voilà, se construit ici, et s'est posé la question du choix de l'architecte, bien évidemment, et donc suite aux discussions, ils m'ont proposé comment dirais-je, d'aller voir Cisa, lui proposer. Alors là, il s'avait un peu différent, je rappelle très simplement, j'étais le voir en juillet, je sais pas, il y a 5 ans, et il m'a dit, bon, voilà, ok. Vous êtes sûr, ils veulent vraiment la faire, l'église et compagnie, parce qu'il avait eu quelques expériences. Chat échaudé. Alors là, il a fait différemment. Et je l'ai rappelé en septembre. J'ai dit, il faut rencontrer l'archevêque. Et finalement, une semaine après, il m'a envoyé un petit dossier, plan, coupe, élévation, photo de maquette. L'église était dessinée, quoi. Et il m'a dit, s'ils veulent faire l'église, cette église-là, je viendrai. Autrement, je viens pas, quoi. Voilà. Donc ça s'est fait à l'envers, quoi. Il a fait le projet. Ça marche pas. Il dit, mais il n'est pas plus trop en vacances, donc au mois d'août, il ne savait pas quoi faire, donc il a dessiné une église. Voilà. Donc, c'est une histoire qui a commencé comme ça. Après, c'était un peu plus long. Alors, voilà, c'est un projet, effectivement, de 3000 logements, un site, on a dessiné l'espace public, le paysage, et puis on a fait plusieurs bâtiments, voilà. Et puis, donc, l'église, en fait, se situe un peu au cœur. C'est un ancien manoir ici, sur cette partie-là, une ancienne chapelle qui appartient au manoir. Là, c'est les haras de ce manoir. Ils avaient une élevage de chevaux. Et puis, en fait, l'idée, c'était de positionner cette église vraiment au cœur du dispositif. Et il y a une très longue mare, le long ici, qui recueille toute l'eau de la colline. Voilà, je le fais de manière extrêmement simple. Alors, bien évidemment, voilà, on voit un peu le plan masse. Cisa, en fait, a dessiné ce programme qui était un peu particulier dans la mesure où la parcelle qui était donnée était une parcelle pas très grande, et donc du coup le programme était simplement d'abord une chapelle et puis aussi des locaux associatifs, un certain nombre de choses comme ça. Donc du coup l'église est au premier étage, quoi. Voilà. Donc c'est une église au premier étage. C'était assez particulier comme typologie d'église. Il n'y en a pas beaucoup en France d'églises, à part la Sainte-Chapelle, mais bon, voilà. Et donc, Cisa assez facilement a dessiné ce principe-là d'église de premier étage avec évidemment toute une déambulation. L'église est orientée, bien évidemment, selon les orientations est-ouest, comme toutes les églises, d'où ce léger déhanchement par rapport au schéma.
Voilà, il y a quelques schémas. Et en fait, il reprend dans ce dessin, il reprend un certain nombre de thèmes qu'il avait déjà plus ou moins développés, pas simplement à San Marco, mais aussi dans d'autres églises, dans d'autres dessins d'églises. Donc je montre un peu les premières esquisses qu'il a fabriquées, et avec effectivement l'idée de faire un bâtiment extrêmement compact, extrêmement dense, très peu de fenêtres, une matière assez importante, et puis une mise en scène finalement de la lumière, comme il fait dans ces différents bâtiments. Donc c'était très intéressant le processus à la fois de fabrication et à la fois de discussion sur la fabrication de cette église, avec l'idée finalement de reprendre des formes, comme il le fait je crois assez souvent, c'est-à-dire des formes extrêmement classiques, qui sont génériques et qui appartiennent aux typologies de l'histoire religieuse d'une certaine manière, mais effectivement en les déformant et en trouvant quelques altérités qui ont d'ailleurs été assez difficiles à faire passer à un moment donné, puisque évidemment quand on repart de formes identitaires, le client à un moment donné veut la forme identitaire et son fonctionnement. Voilà. Mais donc chez Cisa, ça ne fonctionne pas comme ça. Voilà. Donc en fait, le bâtiment, on retrouve un peu les deux ailes de San Marco avec les deux entrées, mais évidemment dans un rapport assez différent. Donc ça, c'est un peu les photos, les photos de la maquette d'origine, qui a un peu évolué, mais pas tant que ça finalement, et qui finalement donne une espèce d'église ronde avec une abside. Et donc, quand l'archevêché et l'archevêque, la commission, ils disent ça y est, c'est l'église du Saint-Sépulcre. Voilà, donc l'archevêque a envoyé un très long texte sur l'église du Saint-Sépulcre avec une description extrêmement précise de ce que c'était, et ainsi de suite. Donc en français, Cisa m'a demandé de lui expliquer. Moi, j'ai pas compris le texte non plus parce que c'était tellement théologique, enfin voilà, mais extrêmement intéressant ce qui était dit. Donc il a fait venir en fait un de ses amis, qui est l'ancien prêtre de l'église justement de San Marco, qui m'a dit je vais faire venir quelqu'un de très bien. Tu vois, c'est un ancien prêtre, il s'est marié, il a 2 enfants maintenant, et donc il sait tout sur la théologie. Voilà. Et donc on l'a vu et donc on a expliqué. Et effectivement, la question qui était posée par l'image de cette église, alors vous voyez le plan, c'est que bien évidemment, il ne pouvait pas dans cette église-là faire ici une véritable abside, quoi. La forme était donnée, mais l'abside n'était pas possible. Et donc, il avait mis la sacristie. Très longtemps, il a mis la sacristie ici. Pourquoi ? Parce que, bien évidemment, dans la réflexion de Cisa, c'était que depuis Vatican II, le prêtre ne tourne pas le dos, finalement, aux pèlerins, on va dire ça. Et donc, à partir du moment où il fait le tour de l'autel, on ne peut pas avoir Dieu dans le dos, quoi, d'une certaine manière. Donc il y avait effectivement, par rapport au schéma traditionnel d'une église byzantine, avec le Christ dans l'abside, il y avait un véritable problème. Et donc il y a eu une discussion un peu serrée, jusqu'au moment où finalement, le dessin est un peu pâle, mais finalement il a convaincu l'archevêque qu'en fait, qu'au lieu d'avoir l'organisation de l'église dans l'axe, qui était évidemment la chose traditionnelle, on allait faire pivoter l'ensemble de l'orientation de l'église à 45 degrés et d'une certaine manière trouver l'autel ici, la croix, et puis cet élément-là était un élément d'accompagnement de l'autel avec la statue de la Vierge ici, d'autres éléments, et puis le baptistère de cette chose ici, avec l'accès effectivement de l'église à travers un grand escalier qui arrive du rez-de-chaussée et qui arrive dans l'axe de l'église. Mais bon, c'était heureusement, l'archevêque est un homme remarquable. On a fait une réunion à Porto, là, on a juste emmené l'archevêque. Et du coup, il en a été convaincu à la sortie de la matinée. Cisa y croyait pas trop, d'ailleurs, lui-même. Il s'est dit, il va pas prendre ça. Voilà. Et finalement, il a pris. Donc, en fait, on travaille sur ce schéma-là, de cette mise en place. Et du coup, c'est très intéressant spatialement. Enfin, bon, j'espère, ça va l'année prochaine, en mai 2017. Du coup, ça crée effectivement toute une série de déplacements et de glissements de l'espace à travers un espèce de jeu extrêmement subtil de la lumière. Alors voilà, ça c'est une photo récente. Ils ont fait une photo de la grue. Oui, le projet est en chantier. Oui, oui, le projet est en chantier depuis quelques mois. On finit le gros œuvre. Alors ça a un peu la forme d'une grenouille. Hein, mais en fait, c'est incroyable. C'est là où Cisa, c'est sans doute un génie, parce qu'il n'était pas venu sur le chantier. Il a dessiné une grenouille. Il y a une mare à côté, et les grenouilles font du bruit toute la journée.
en permanence. Donc voilà, ça c'est... Laurent approuve. Voilà, voilà, donc en fait c'est fantastique, voilà. On a commencé à construire. Alors, vous voyez, ça c'est le premier mur. Je vais mettre 2-3 photos de chantier quand même pour vous donner, bien sûr, pour donner envie, quoi. Et donc ça c'est le premier mur. Alors bien évidemment, la conception extrêmement simple de la constructibilité de ce bâtiment, c'était que il peut pas y avoir de joint entre le ciel et la terre. Voilà. Voilà, il ne peut pas y avoir de joint qui nous sépare à Dieu. Donc, du coup, on a travaillé pour construire des murs qui sont coulés d'un seul tenant de 12,40 mètres de haut, d'un seul morceau, comme ça, en béton blanc, et qui progressivement, effectivement, constitue une espèce d'unité de matière extrêmement puissante. Donc, ça, c'est des photos vraiment très récentes, qui datent de cette semaine même. Voilà, où ce bâtiment extrêmement dense, extrêmement compact, évidemment dilate totalement l'espace qui est autour, l'espace urbain très traditionnel, parce qu'autour il y a des logements, il y a une espèce de trame de logement, et il y a la constitution effectivement de cette dilatation, mais c'est très, très caractéristique dans l'architecture de Cisa, avec des très petits volumes, il arrive à faire le maximum d'espace, je pense. Et de l'intérieur, on verra effectivement comment ça se continue. Donc la mise en œuvre, effectivement, le travail... bon, alors, pour l'anecdote, si vous voulez, je me doutais bien qu'il devait y avoir quelque chose pour être aussi précis dans le travail de Cisa, d'Alvaro. C'est un petit bâtiment de 650 mètres carrés. Il y a 160 plans d'exécution. Donc... on sait à peu près où on va à chaque fois qu'on va quelque part. Donc la question, c'est d'arriver à faire le niveau de détail et de précision dans le projet. Et je pense d'ailleurs, c'est ça qui est le plus difficile peut-être à comprendre pour un maître d'ouvrage français, en tout cas, c'est qu'il y a une espèce d'équilibre permanent et de continuité entre la grande échelle générale du bâtiment et puis le détail architectural, et tout ça s'équilibre de manière extrêmement comme un fil sur l'eau, enfin de manière extrêmement compliquée. Jacques Lecan l'explique très bien d'ailleurs dans le dernier livre qu'il a écrit là. Il a 1 ou 2 pages où il montre ça de manière assez précise, où le déplacement d'un détail peut remettre en question l'équilibre spatial. Voilà, et je pense que ça c'est très important. Donc nous allons attaquer la 2e phase du projet. Et donc on a fait signer alors c'est très pâle, mais c'est un peu ça. Donc on a fait signer par Alvaro l'échantillon de marbre qu'on a choisi. Voilà, donc c'est une espèce de plaque, et donc évidemment après les matériaux intérieurs sont dans le registre dessiné par Cisa, marbre blanc, enduit banc, porte et ainsi de suite, fenêtres, enfin, toutes ces choses-là. Et bon. Et le principe générique d'ailleurs de l'éclairage se fait toujours à la fois, il y a des éclairages très filtrants sur les côtés mais très discrets pour éclairer certains points, et puis il y a un éclairage du toit qui est un éclairage général, comme il a fait par exemple sur la Fondation fédérale de Vesse ou dans le musée à Saint-Jacques-de-Compostelle. Voilà, et donc là, ça a été intéressant, ce genre de discussion. Enfin, je pourrais vous en faire plein de discussions autour de ça, mais l'archevêque effectivement se disait mais pourquoi pas ouvrir sur le paysage? Voilà, alors Cisa, soit il a des réponses extrêmement comment dirais-je, très compliquées, enfin très sophistiquées, soit il y a des réponses très élémentaires. Et là, je ne savais pas comment il allait répondre, puis finalement il a dit mais vous savez, le paysage, oui, c'est bien, mais vous savez, quand j'étais petit, j'étais très malade. Mon père a loué une maison, il m'a mis au bord, on a été au bord de la mer, et pendant 2 mois et demi, j'avais ni le droit de dessiner, ni le droit de lire, ni le droit de faire quoi que ce soit, parce que j'étais très faible, et je vous assure que le paysage, c'est très très ennuyeux, quoi. Voilà. Et donc, la lumière viendra autrement, quoi, là. Et juste pour la commande, là, il n'y a pas eu le problème de la commande, ministère de la Culture, et toutes ces choses compliquées, mais Dieu n'a pas besoin de concours, quoi. Donc c'était une commande directe. Voilà. Avant qu'on parle avec Hervé Baudouin d'un autre architecte qui a des liens très étroits avec la France, qui est Eduardo Souto de Moura, bien sûr que tu connais ces projets, évidemment. Mais ce qu'on souhaitait t'expliquer, c'est que les rapports qui se nouent ici entre Cisa, par exemple, ne sont pas ceux d'un architecte d'opération français travaillant avec un architecte globalisé. Et l'expérience de Montreuil dans son ensemble a un peu rassemblé comme ça une scène d'architectes pour qui ont eu un rapport avec le projet, la culture portugaise,
pense que c'était très clair dans les explications de Laurent et de Jean-Pierre, un rapport d'une très grande subtilité, complexité. Et avant de parler de Souto Demura, je voudrais demander à Bernard d'expliquer ça peut-être à nous, d'où on venait, nous, quand on était étudiants, que nous a apporté à ce moment-là l'expérience de CISA. Est-ce que notre relecture dans les années 80 du mouvement moderne aurait été la même s'il n'y avait pas eu CISA? Bien sûr que non, ça ne pourrait pas être la même. C'est-à-dire qu'on avait une vision un peu dogmatique du mouvement moderne. Et cette vision nous apparaissait au bout d'un moment très très scolaire, très contraignante. Et bien sûr, je pensais à Alvaro Siza parce que il faisait partie des architectes. Je crois qu'il y a un mot qui a été employé tout à l'heure, qui était le mot classique. Et Alvaro Siza, pour moi, me faisait penser à la définition de Baudelaire pour la beauté. C'est-à-dire, c'est à la fois, il y a classique et l'anomalie. Et ce que j'ai retenu chez Siza, c'était justement cette référence au classique, toujours. C'est-à-dire qu'on était quand même dans le mouvement moderne, on restait dans les règles. Et tout à coup, il y avait cette chose étrange qui faisait que... alors on peut appeler ça de l'humour, on peut appeler ça l'intrigue. Il y a plusieurs mots qui peuvent s'appliquer à cette démarche. Et moi, j'ai retrouvé ça chez d'autres architectes, comme par exemple James Stirling, effectivement, où il y avait à la fois le travail, ce travail presque rationnel, et puis il y avait cette touche d'irrationalité qui faisait qu'à un moment donné, nous, on percevait ça comme une sorte d'échappée possible. Et cette échappée possible, après, effectivement, c'était de travailler sur la notion de lieu, la notion de contexte, la notion de paysage, que paradoxalement excluait complètement le travail sur le mouvement moderne, c'est-à-dire où c'était plutôt la production d'un dogme, la production d'une méthode de travail presque, et où le lieu disparaissait. Et des gens comme Alvaro Siza nous montraient l'importance du lieu, nous montraient l'importance aussi presque de l'irrationalité qu'on n'apprend pas, enfin qui ne peut pas s'apprendre. C'est une liberté qu'on prend sur le projet. Et c'est peut-être ça. Alors, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Non, mais je pense que c'est important. Mais ça se voyait bien dans l'exposé de Laurent. Le lieu tel qu'il est, d'ailleurs, Montreuil. La pharmacie, on la prend. Et puis voilà. Et l'idée, c'est que... alors, évidemment, c'est peut-être pas dans la... Comment dirais-je, dans la référence formelle. C'est quelqu'un qu'on ne pouvait pas copier. C'est-à-dire, l'idée n'était pas là. C'était simplement cette liberté prise sur le projet en complicité avec le site. Voilà. Et moi, c'est ça qui m'intéressait. Chez lui, chez des gens comme Stirling, et je ne parle pas de Scarpa, bien sûr, mais tout à coup, cette liberté. Qui nous permettait de nous poser les propres questions, mais des questions qui nous étaient complètement personnelles. C'est-à-dire comment rentrer dans le projet en dehors de tout dogme ou toute idéologie. Et donc, après ces quelques exemples effectivement de projets d'Alvaro Siza, on reviendra sur Montreuil après, mais après Alvaro Siza, très vite aussi, on a vu apparaître la figure d'Eduardo Souto Demura, bien sûr, évidemment, d'abord pour d'évidentes raisons d'ailleurs, évidemment, de filiation, et aussi parce que là, il faut encore une fois rendre à César, parce que Laurent Baudouin a beaucoup œuvré pour faire connaître les travaux d'Eduardo Souto Demura, et il n'est pas un secret que Laurent a un frère qui s'appelle Hervé Baudouin, qui est architecte à Niort, et qui, peut-être tu vas nous l'expliquer maintenant, très vite aussi a été amené à travailler, en effet. Alors là aussi, pour des raisons peut-être même encore de proximité culturelle et géographique plus grande, il y a eu beaucoup de travaux, très vite a été amené à travailler, mais toi plutôt avec Eduardo. Alors, est-ce que tu peux nous raconter ça oui. Et nous dire pourquoi tu as sympathisé avec Eduardo? Parce que c'est aussi des affaires d'amitié, ça, cher Nuno. L'architecture, ça se fait aussi entre gens qui s'apprécient et qui... Des réseaux d'amitié, bien sûr. C'est surtout ça que je vais montrer un petit peu, c'est
raconter un peu l'histoire. Et je vais plus montrer d'ailleurs Eduardo que ce qu'on a fait ensemble. Bon. Il est photogénique, hein. Oui, ça c'est une photo marrante que j'ai prise dans son bureau. Il y a une petite figurine qui est dans un petit coin du bureau, assez caché, hein, il faut la trouver. Hein. Voilà. Alors j'ai travaillé avec lui pour la première fois sur Montreuil. C'est un petit peu Montreuil. Un retour à Montreuil. Évidemment, Laurent travaillait sur Montreuil. Je connaissais aussi Christina Garcés. Et Christina Garcés connaissait aussi mon travail sur la pierre et sur les... Christina Garcés, urbaniste à ce moment-là de Montreuil, qui ensuite, je le précise pour le public, a pris une mission sur les sites littoraux en France, au ministère de l'équipement. Voilà, donc avec Christina, on a été sollicité pour travailler sur un secteur de murs à pêche qui était très particulier. C'était un secteur où les murs à pêche étaient encore pas trop abîmés. Alors, il y a eu un premier projet qui a été fait par Soto et par Corajou, qui prévoyait de faire 14 maisons dans un petit secteur des murs à pêche. Un endroit absolument étonnant. On a commencé à travailler sur cette histoire-là, mais le problème, c'est que le règlement d'urbanisme n'autorisait la construction que soit en limite, c'est-à-dire que si on construit en limite, ça veut dire qu'il faut casser le mur à pêche, soit à 3 mètres du mur à pêche. Mais en construisant de chaque côté à 3 mètres, ça fait des maisons qui font 2 mètres de large. Donc ça n'allait pas. C'est rémanent le débat réglementaire. Hein, voilà. Tu as compris, Nuno. Hein. Et Soto a dit s'en fout, les règlements s'en fout. Bon, alors, donc la mairie de Montreuil m'a demandé de réécrire le règlement pour ce secteur-là, avec l'objectif de faire une révision du plan d'occupation des sols à l'époque, je crois, ou le PLU, je ne sais plus si c'était un PLU ou un POS. Donc je suis venu pour réécrire le règlement en modifiant cette règle du recul de 3 mètres. Et donc, du coup, ça rendait possible de construire les maisons à l'intérieur de ce secteur. Et alors, ce qui s'est passé, c'est qu'ensuite, il a fallu trouver un opérateur pour construire les maisons. Et la mairie a dit, bon, ils ont pris ce qu'ils avaient sous la main, l'office d'HLM. Et là, t'as pas l'air ravi. Oui. Et là, concours. Concours, alors bon, alors tout le monde lève les bras au ciel, concours. Bon, bref. On candidate pour faire le concours. Bizarrement, on est retenu. Et ensuite, on reçoit le dossier. Et on reçoit le dossier avec grande surprise. Je suis à Porto avec le dossier. À Porto, j'arrive, on déballe le dossier. Et avec grande surprise, on s'aperçoit que c'était l'ancien POS. C'est-à-dire que ils n'avaient pas tenu compte du tout Et que là où Michel, Corajou et Eduardo avaient prévu 14 maisons, ils en demandaient 50. Ah oui. 50. Alors, Eduardo, il s'en fout, complètement fou. Bon, alors, c'est là que j'ai commencé à travailler un petit peu avec eux et que j'ai vu leur méthode de travail qui était assez étonnante. Alors, on a essayé, on a sorti des calques, on dessine beaucoup, hein, avec les Portugais, dessinent beaucoup. Hein. Et ce qui était étonnant, c'est qu'il y avait Eduardo, et puis moi, on dessinait à 4 mains, hein, on essayait de caler les maisons tant bien que mal sur ce secteur-là. Et simultanément, il y avait un garçon qui dessinait à l'ordinateur et un troisième qui faisait la maquette. Ce travail simultané, c'était pour moi étonnant. Hein. On arrivait à avoir les 3 types de représentations qui étaient construites simultanément. Bon, et ça a été le début d'une grande amitié avec Eduardo. Eduardo a dit finalement, écoute, ce qu'on va faire, on ne va pas répondre au concours. Donc on n'a pas répondu au concours. On a laissé courir. Et puis il me dit, je ferai n'importe quoi d'autre avec toi, mais pas ça. On fera autre chose de mieux. Donc on a laissé tomber. On est passé à autre chose. Et donc ensuite, on a travaillé, toujours sollicité par Christina, sur le secteur de Guérande. Alors je vais passer. Oui. Voilà. Guérande, l'atelier littoral. L'atelier littoral, alors Laurent était aussi associé à ces histoires-là. Et à Guérande, il y avait Cisa et Soto.
Alors, ce qui était intéressant, c'était la ville de Guérande. Là, on voit les photos de nos promenades dans les alentours. La ville de Guérande est une ville qui est dans des remparts, qui est une ville historique, qui est très intéressante, avec une abbatiale au centre qui est très marquante, qui détermine le paysage. Et donc, on a fait le tour, beaucoup de dessins, beaucoup d'observations, beaucoup de photographies. Et au fil du temps, on a commencé à travailler sur un projet et à travailler. Ici, c'est à Porto, où on voit les différents intervenants, le maire, Eduardo, et ensuite, bon, là, c'est une photo prise en aval de notre travail, parce que là aussi, le travail qui avait été fait, l'étude urbaine, les croquis, tout ça, devait servir de guide ensuite pour un opérateur, puisqu'il a fallu chercher un opérateur. Ils ont recruté un opérateur, un aménageur. L'aménageur, lui, a recruté un architecte, qui est un architecte de Lyon, et qu'on voit sur l'image à gauche. Et donc, cet architecte était censé travailler dans la lignée de ce qu'on avait un peu défini. Là, on voit les dessins. Je passe, hein, je ne vais pas raconter toute l'histoire du projet parce que ce serait trop long. Le principe général du projet, c'était de dire qu'il y ait une progressivité entre la campagne et le centre-bourg qui était inclus dans les remparts. Donc il y avait une espèce de graduation volumétrique à trouver. Donc Eduardo avait imaginé de commencer à faire des maisons à patio dans les bords. Ici, ça c'est la limite de la campagne, et ensuite de faire rentrer un peu la campagne jusqu'au rempart par des pénétrantes vertes qui étaient comme des doigts. C'était une belle idée, et c'était une façon assez douce d'intervenir autour de cet ensemble très particulier qui est la ville de Guérande. Alors bon, des discussions... ça, c'est à Lyon. On a eu Il faut peut-être expliquer quand même cette particularité à Nono. Mission littorale, ça veut dire quoi? C'est-à-dire, en France, à l'époque, mais encore maintenant, le ministère de l'Équipement peut financer pour des communes, ici dans une préoccupation d'aménagement agricole et touristique, parce qu'on est dans des sites de littoral protégés, donc finance des études d'aménagement. Il les finance pour le compte des villes, et ensuite, il faut que les villes s'en emparent. Voilà. Et alors, donc Eduardo a été associé avec Hervé à une série d'actions comme ça où on demandait à un architecte de réfléchir à mieux maîtriser le développement et l'aménagement d'une ville et ensuite de transmettre ses études. Voilà, le problème, il est là, c'est que finalement, le résultat de tout ça, c'est que ça n'a rien produit. Ça n'a rien produit. Et montre-nous des belles images quand même. Non, mais je vais continuer à raconter l'histoire parce que, par exemple, l'aménageur qui a pris en charge ce projet, et là, je trouve que le maire n'a pas été suffisamment vigilant. Il a pas du tout tenu compte finalement dans le projet avec son architecte des prescriptions qu'on avait imaginées. Par exemple, cette progressivité, cette douceur de transition entre la campagne oui, mais après on passe à Collioure. Et le projet, c'est que l'architecte, lui, il a prévu des immeubles de 4 étages en limite de la campagne. Donc c'était un contresens, quoi. Donc on était absolument désespérés et une fois de plus, on a laissé tomber, quoi. Bon, on ne pouvait rien faire. De toute façon, on n'était pas dans le circuit, puisque il y avait une chose qui était importante aussi dans l'atelier littoral, c'est que, et c'est là où c'est un peu bête, c'est qu'administrativement, on ne pouvait pas être constructeur en aval de ce qu'on avait fait comme travail d'étude. Donc c'était forcément quelqu'un d'autre. Alors si quelqu'un d'autre joue joue bien le jeu, ça marche. S'il en fait qu'à sa tête, comme c'est arrivé, ça tourne à la catastrophe, quoi. Bon. Voilà. Et puis, comme l'a expliqué Jean-Pierre, si la transcription est complètement scolaire, c'est-à-dire si un dessin de CISA est traduit tout de suite en... Oui.
On a perdu dans cette histoire-là, on a perdu toute l'intelligence et tout le travail qui avait été développé à la fois par Cisa et par Soto. Moi, j'étais absolument désespéré. Hein. Bon, puis Laurent aussi. Bon, bref. Collioure, autre affaire. Alors un lieu assez magnifique. Hein. Là, c'est pareil. On se promène, on dessine, on fait beaucoup de dessins. Je passe vite. Hein. Voilà des dessins. C'est des dessins du paysage, la façon dont la montagne, tout ça. Bon, un discours qui est très, très lié au contexte, hein, toujours. Alors là, c'était assez passionnant parce qu'on avait du travail non seulement avec le maire de Collioure, qui était un type assez marrant, mais aussi avec les maires des petites communes aux alentours, où on a fait vraiment des échanges formidables. Alors, évidemment, ce qui est intéressant, finalement, ce qui était le plus intéressant dans ces histoires-là, c'était l'aventure humaine qu'on avait avec eux. Parce que c'est vraiment des gens, aussi bien Cisa que Soto, qui sont vraiment formidables. Moi, c'est devenu Soto est un ami, et ils sont très très fidèles en amitié. Et c'est vraiment une passion de travailler avec eux, un plaisir. Et en plus, ils ont beaucoup d'humour, et on s'ennuie jamais. Hein, on s'ennuie jamais. Alors voilà, on a fait des dessins. Mais avec des missions comme ça, est-ce que eux, ils n'ont pas aussi rencontré une société française qu'on rencontre jamais quand on fait les grands concours internationaux, on rencontre. Ici, on va voir tout à l'heure. Tout à l'heure, je vais montrer quand même quelque chose qui a réussi, enfin qu'on a fini par faire. C'est deux immeubles à Bordeaux. Et un jour, je raconte cette anecdote, hein, j'étais dans le bureau de Soto. Il faut savoir que Soto, son bureau est en dessous de celui de Cisa. Donc, ils sont tout le temps fourrés l'un chez l'autre. Et ils ont une proximité géographique évidente. Et en plus, dans leur vie privée aussi, puisque Cisa habite dans un petit immeuble construit par Soto. Et là, Cisa est en dessous et Soto est au-dessus. C'est l'inverse du bureau. Il faut dire aussi que Soto est marié avec la nièce de Cisa. Bon, enfin tout ça c'est très très mélangé. Bon. Ça ne dérange pas les frères Baudouin, ça. Non, c'est très sympa tout ça. C'est très marrant. Et donc voilà les dessins qu'on a fait, que Soto a fait là. Voilà. Bon, je passe un peu vite. Hein, c'est beaucoup de dessins. C'était l'histoire d'un restaurant autour du vin, parce qu'il y avait évidemment beaucoup de choses sur le vin. Donc on avait des tas d'idées. Hein. Après, c'était des maisons dans un coteau, des maisons en gradin, voilà. Et tout ça n'a débouché sur rien. Hein. Bon. Ça, vous êtes bien amusé quand même. Oui, on a passé de bons moments. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans les restaurants et dans les bars. Hein. Donc ça fait partie du grand plaisir. On mange bien. Bon, enfin bref. On a des échanges, c'est formidable. Alors Septemont, c'est encore une aventure avec Laurent Baudouin. Extension d'un village extrêmement beau. Je montre pas d'image du village, mais je montre des images des gens qui travaillent. Donc vous voyez que c'est toujours dans la bonne humeur. On discute, on montre des images, on travaille. Ça, c'est l'agence à Porto. Bon, c'est un moment où ils étaient tous partis déjeuner. Ici, on voit des petites images aussi du bureau. On voit un disque de Miles Davis parce que ça fait partie aussi des plaisirs. On échange des choses sur. Il a deux idoles, Eduardo, Miles Davis et Miss Van der Rohe. Et alors, Miles Davis, il a tout. Alors, donc, on écoute souvent Miles Davis. Et Miss, il a tout aussi en la bibliothèque. Et il m'a expliqué un jour, j'étais chez lui à dîner avec Michel Courajou justement, et il avait un mètre et il mesurait la longueur de son étagère sur lequel il y avait les livres de Miss. Et il y avait 2,17 m. Et il comprenait pas pourquoi un de ses copains avait 2,27 m. Il en a conclu qu'il lui manquait certainement quelques ouvrages. Donc il faisait un concours. Donc ça, c'est des photos qui sont au mur. Ça, moi, j'ai montré ça parce que je trouvais ça intéressant. Montrer un petit peu, voilà, les dessins qu'on fait. Beaucoup de dessins, toujours. Ça, c'est Septemont, on était en train de dessiner. Alors, l'idée Septemont, c'était de construire avec la pierre, parce qu'il y a une grande carrière de pierre calcaire qui est très intéressante sur la commune.
Donc on a fait des projets avec utilisant de la pierre massive. Alors là, c'est un petit bout de film, mais je ne sais pas si ça marche. Bon, ça ne marche pas. Alors, ensuite, ça, c'est une opération qui a marché, puisqu'on a fini par les construire. Ça, c'est une petite visite. Alors, il faut savoir aussi, c'est que quand ils se baladent en France, on fait toujours des visites. Avec Laurent, on avait emmené Cisa voir la maison d'Alto, la maison Carré. On est allé voir l'appartement de Le Corbusier. Toi, Laurent, tu as dû aller voir d'autres choses avec lui. Et moi, j'avais emmené Eduardo à Pessac. Comme quand on travaillait à Bordeaux, c'était évidemment un truc à voir. Voilà, le restaurant. Alors là, c'est assez amusant. C'est un dessin que j'ai. C'est qu'on dessinait un immeuble et Eduardo était en train de dessiner la décoration intérieure de l'appartement. Et là, il était en train de dessiner un lit à baldaquin et puis une porte avec des moulures un peu classiques. Voilà. Il dit ça va devenir ça. Voilà. Alors voilà les dessins. Donc toujours beaucoup de dessins. Après les dessins à l'ordinateur, évidemment, les maquettes. Voilà les discussions avec Bouygues Immobilier. Hein. Et ça, c'est pas rien. Hein, Bouygues Immobilier, il a découvert quelque chose. Par exemple, il a découvert une chose qui lui est jamais arrivée, c'est que on a Bouygues Immobilier. Quand vous construisez pour Bouygues Immobilier, vous avez tout est prévu. C'est-à-dire même les poignées de porte, il n'est pas question de déroger. C'est leur poignée de porte. Donc dans les couloirs, il y avait de la moquette. Il m'a dit mais j'ai jamais mis de moquette de ma vie. Bon. Et Cisa avait fait une réflexion aussi à propos de Montreuil. Il avait dit qu'on le promoteur l'avait obligé à faire un escalier hélicoïdal. Et il avait dit, j'ai jamais fait d'escalier hélicoïdal de ma vie. Donc il y a une espèce de transgression comme ça. Et un jour, j'étais à discuter justement sur ce projet de Bordeaux. Et Cisa arrive, il voit Eduardo, il dit, qu'est-ce que tu travailles? Je travaille sur Bordeaux. Et il lève les bras au ciel et il dit, tu es fou. Travailler en France, tu es fou. C'était vraiment... Alors là, effectivement, pour le travail de Bordeaux, c'était assez compliqué parce qu'évidemment, il a fallu qu'on lui explique toutes les règles et tout. Et puis, en fait, on a dû redessiner beaucoup les plans de logement et les détails parce qu'il y avait plein de non-conformités par rapport au bureau de contrôle, tout ça. Bon. Enfin, on a fini par arriver à faire quelque chose de plutôt pas mal. Là, on était en train de discuter sur les dimensions. Donc, on faisait des dimensions. Et voilà l'immeuble. Alors ça, c'est une photo qui a été prise. On a profité du passage... parce que le rez-de-chaussée, il y a des commerces, mais on voit, c'est alloué. Et on a profité du passage du tram pour cacher les commerces. C'est pas mal, hein? Bon. Voilà. Toutes les 3 minutes, on peut prendre la photo. Voilà. Voilà, on voit Louis. Alors ensuite, on a fait un concours à Saclay, le concours Mines Télécom. Là, on se voit dans le bureau avec le voisin. Avec le voisin du dessus, voilà, qui est là, qui vient regarder ce qui se passe. Là, on essaie de faire une maquette avec des boîtes. Discussion. Alors, bon, j'ai des petits bouts de film, mais on n'aura pas le temps de les passer. Et puis, j'ai pas eu le temps de les monter. Alors, il y a beaucoup de longueurs inutiles. Là, on voit Martine Rask, qui était une amie paysagiste, qui était associée avec nous sur cette histoire-là. Et puis voilà. Merci. Merci. Donc, Nuno, tu comprends que, effectivement, oui, j'ai peut-être été un peu optimiste au début. Les aventures d'Alvaro et d'Eduardo n'ont pas toujours été très heureuses en France pour leur compte. Pour autant, je pense quand même que dans cet échange avec vous, ils se nourrissent de quelque chose. Par contre, l'échange dans l'autre sens, c'est-à-dire ce que nous recevons, nous avons reçu, est très important. Et alors, pour conclure cette table ronde, Laurent nous a préparé un petit cadeau. C'est la scène française vue par.
C'est-à-dire que Laurent pense que... On a eu une discussion avant cette table ronde avec lui, parce que j'étais même un peu étonnée parfois des choses qu'il nous proposait. Laurent pense vraiment que, avec l'autorité qui est la sienne, c'est-à-dire l'autorité critique de sa connaissance des travaux d'Alvaro Siza, Laurent pense vraiment que cet enseignement de Siza est passé par l'enseignement, hors de l'enseignement, hors des écoles, dans la pratique des projets, et qu'il y a toute une frange qui n'est pas forcément la plus sous la lumière, je le précise au passage, de la scène française, où ça se voit, qui a beaucoup reçu d'Alvaro Siza. Laurent, est-ce qu'on peut passer Marie-Hélène, si je n'ai pas le temps de montrer les images, je pourrais dire quelque chose. Oui, pardon, bien sûr. Ce qu'on a vu ici, c'est que, comme je dis toujours, on ne peut pas parler d'une école d'une façon académique. On peut parler plutôt d'une méthode de travail qui s'inspire partout, hein, et surtout dans l'histoire universelle de l'architecture. Hein. C'est pour ça aussi que l'exposition s'appelle Les Universalistes. Par exemple, quand on voit l'église à Saint-Jacques-de-Lande, c'est incroyable comment on peut revenir sur toutes les expériences de plan central dans les églises de la Renaissance, par exemple, que Siza revisite dans son métier. Non, il dit tu à Alberti ou à Michelangelo, non, il parle avec eux. Il fait ce parcours pour l'histoire pour revenir à son temps et faire une église qui pourrait être au milieu de toutes les églises de la Renaissance. Ou même Édouard, comment il accepte le défi de travailler sur le standard, non, avec des matériaux qui sont imposés à l'architecte, et comment lui, il fait aussi un peu une révisite historique sur ce qui était le standard moderne. Non, c'est lui qui dit toujours, dans les réunions en France, je suis le seul qui défend Le Corbusier. Souvent. Ça veut dire je suis l'unique qui croit à le standard moderne. Et qu'est-ce qu'on a à Bordeaux sinon un standard moderne, peut-être un peu faible, non, comme esthétique moderne, mais quand même, il accepte ce défi. Alors, ce que je dis sur ces deux personnes, c'est que plus qu'une école, c'est une méthode de relation avec la réalité, et dans la réalité, l'histoire compte. Hein. L'histoire de tous les temps. Mais on peut parler sur ça dans la prochaine session sur le pavillon à Venise. Oui. Oui, bon. Pour terminer, en fait, il n'y a pas d'école Siza, non, j'ai pas voulu dire ça, Porto, quoi que ce soit en France. Et je dirais heureusement. C'est-à-dire que je pense qu'au Portugal, ça a été assez difficile pour les jeunes architectes de subir Siza comme maître et comme exemple. Au fond, ici, c'est plutôt une philosophie, un rapport aux choses, un rapport à l'existant, à la réalité, aux contraintes qu'on va voir à travers ces architectes. Donc j'ai rassemblé quelques architectes. Il faut comprendre que le projet de Montreuil s'est fait comme ça, c'est-à-dire que c'est un projet qui s'est fait en proposant des rapports d'amitié entre les architectes, pensant que les architectures des uns et des autres, après le départ de Siza, je parle, hein, oui, les architectes qu'on a choisis d'une certaine manière avaient des choses à se dire entre eux et à dire à Siza. Bon, on n'a pas vu la réalisation, il suffit de prendre le métro. Siza lui-même a fait des logements, plus ou moins terminés par Siza. Mais voilà, je pense qu'il y a sur la scène française, pour utiliser ce mot un peu bizarre, la présence d'une architecture moderne, et qui a la capacité d'entrer en amitié avec, à la fois entre elles, chacun d'entre eux, mais aussi avec les contextes, avec les paysages, avec les programmes, etc. Donc c'est ça que je vais montrer. Je vais le faire très vite. C'est une sorte de catalogue un peu arbitraire. Mais j'espère bien, oui. Parmi tous ces architectes, ici on va voir Marc Barani,
tous les projets ne sont pas forcément en rapport avec ce qu'on est en train de dire, mais au moins certains. Le premier projet, c'est très clair, c'est le cimetière que Marc a fait à Roquebrune-Cap-Martin, où on voit que dans la manière dont il s'inscrit dans le paysage, il n'est pas pensable qu'il n'ait pas vu, il n'est pas absorbé, même sans le savoir, d'une certaine manière, l'architecture de Cisa. Les travaux, les On lui a premiers posé la travaux, question, il confirme, hein, il était là il n'y a pas très longtemps. les projets du début, disons par exemple. Autre projet magnifique de Marx, qui est à Mouansartou, le bâtiment pédagogique. Bon, là aussi, c'est une approche de mise en scène du paysage à travers l'architecture. C'est-à-dire, c'est pas l'architecture subit pas le paysage. L'architecture met en valeur, par contraste quelquefois fort, la réalité du site. Néanmoins, quelque chose de la nature rentre dans le bâtiment, ici, à travers la matérialité très forte de son béton. Dernier projet de Marc, un petit cimetière, peut-être un projet moins connu. Il y a une autre chose qui est le rapport, d'une certaine manière, avec le land art. C'est-à-dire que Cisa a une approche qui est étonnante parce qu'elle est à la fois abstraite et naturaliste. On a vu tout à l'heure le projet en forme de grenouille. Beaucoup de projets. Il y a une maison qui a une tête de canard, il y a des personnages, il y a des choses naturalistes qui font partie de l'humour aussi de son travail. Et en même temps, il y a des choses absolument abstraites, totalement abstraites, et très en rapport avec l'architecture, avec l'art minimaliste ou avec le land art. Et Marc, dans ce projet, fait ce même type de travail. Beaucoup des architectes, vous allez voir, ils sont, ici Bernard Quirault, sont des architectes provinciaux, même de la campagne, comme l'est Bernard, qui travaille à PEM. Et au fond, on a la reproduction en France, à part quelques figures parisiennes, de cette situation de latéralité, hein, dont je parlais tout à l'heure à propos des architectes tessinois ou portugais, etc., qui ne sont pas au cœur de la grande capitale ou de l'art ou de l'architecture contemporaine. Ici, des travaux de Bernard Quirault. 2 bâtiments très beaux qui se font face dans un village. Une maison. Là aussi, une maison tout en béton. Alors, il y a une influence de Cisa, mais qui est aussi l'influence partagée d'autres architectes, évidemment, d'Alto, de Louis Kahn. Ici, la piscine, ça pourrait être une église. Un autre architecte que je vous conseille, Bernard Desmoulins. C'est un projet magnifique que tu as fait à Saverne. Et puis ce travail très puissant que tu as terminé assez récemment à Cluny, dans un rapport de matériaux. Ça aussi, c'est la matérialité, c'est une des grandes leçons de ces architectes, soit portugais, soit espagnols, qu'il y a une forte résonance entre les différentes matières et aussi l'idée que l'architecture appartient, on a évoqué l'appartenance à l'histoire ou le dialogue avec l'histoire, mais l'appartenance à la géographie est encore plus importante à mon avis. Le bâtiment devient un morceau du paysage, un morceau de la géographie. Ici, par hasard, c'est à Montreuil, ça ne fait pas partie du projet, mais on comprend tout à fait le dialogue entre ces 2 parties de bâtiments qui ne font qu'un, dans ce petit musée que je vous incite à vraiment aller voir. Jacques Ripaud, à qui on a demandé de faire le premier bâtiment de la ZAC Valvin, on n'aura pas le temps de le voir. Jacques Ripaud, magnifique architecte d'une qualité exceptionnelle,
qui est classifié, entre guillemets, comme élève de Siriani ou corbuséen ou néo-moderne, tout ce que vous voulez, mais qui, pour moi, est un architecte de tout à fait autre chose que ces termes réducteurs, qui est quelqu'un, ici je montre simplement un magnifique projet à Brest pour une salle de musique. Là aussi, un travail de rapport au paysage, à la topographie, au parcours. La question du parcours dans les bâtiments de CISA, c'est absolument essentiel. Vincent Cornu, qui a participé donc à ce projet dont tu es l'urbaniste à Saint-Jacques-de-la-Lande, espace intérieur splendide. Un bâtiment de Vincent Cornu en Séoul, pour un musée de la photographie. Son ancien associé Benoît Crépet fait des bâtiments dont la présence dans le paysage est absolument splendide, à la fois d'une grande discrétion et d'une très grande force. Là, c'est tout un ensemble. C'est peut-être là le seul morceau de bâtiment où on aperçoit un petit hommage dessiné. Oui, un hommage volontaire, oui. Ces bâtiments-là ne sont pas des bâtiments imitant quoi que ce soit d'aucun architecte dont on vient de parler. C'est simplement, à mon sens, le partage d'un état d'esprit. Ça, c'est un bâtiment que Benoît Crépet vient de réaliser. Ça, ce sont des logements que nous avons fait également. Évidemment, quand on voit des choses qui évoquent Alto, on comprend que c'est finalement des figures partagées, des références croisées. Ici, un musée d'Hervé Baudouin. Alors, on parlait de matérialité. Je pense qu'une grande partie des liens croisés entre Souto et Hervé sont à travers la manière de transformer les matériaux, d'utiliser les matériaux, d'utiliser la pierre, de faire du béton quelque chose qui devient d'une minéralité très naturelle. Du béton de site. Du béton de site. Et je dois dire que c'est pas seulement Souto qui influence Hervé, c'est aussi Hervé qui influence Souto, ou du moins dans l'intérêt de ce que Souto trouve dans la manière dont tu réalises les édifices. Et ce dernier projet qui était présenté à Venise pour un bâtiment construit en béton de pierre banchée, et en béton de site avec des fenêtres découpées dans le béton. Voilà des bétons de site. Voilà, on peut évoquer d'autres architectes rapidement. Pascal Guédot, splendide architecte, qui construit peu, mais qui construit à chaque fois des bâtiments extraordinaires. À Strasbourg, Pascal Richter, ici une maison de retraite. David en Bretagne, Crass. David Crass, architecte extraordinaire, enseignant, d'une très grande simplicité, parce que ça, c'est s'il y a bien une leçon que tous ces architectes partagent, c'est d'une certaine rigueur, une précision, une qualité de mesure, et aussi une simplicité dans la manière de faire les bâtiments. Encore un bâtiment de David Crass. Une maison. Franck Martinez, il est à Cahors. Sandra Barclay et Jean-Pierre Cruz, dont j'ai parlé, je les présente ici, bien que les bâtiments que vous allez voir sont au Pérou, mais sont mes anciens étudiants et surtout des gens qui ont travaillé à Montreuil. Dans Ils ont été honorés à la Biennale de Venise. Phase du projet de Montreuil. Des maisons et un musée qu'ils viennent de réaliser à Lima. Et je crois que je vais terminer par des gens d'Aix-en-Provence, Yves Risser et Stéphane Fernandez. Ici, une bibliothèque.
Là, un bâtiment qu'ils ont terminé à Nantes, bâtiment culturel, et un bâtiment que cette équipe vient de terminer à Aix-en-Provence. Pardon, on va terminer sur une image. Voilà. Bon, je conclus avec ça simplement pour dire que c'est vrai qu'au fond, ce sont des architectes ou des architectures qu'on ne voit pas, hein, qui ne sont pas publiés, qui n'apparaissent pas dans la French Touch, dans les New, je ne sais pas quoi, qui ne sont pas dans les expositions, et pourtant je pense qu'on le voit bien, qui sont extrêmement présents dans la manière dont on peut les retrouver dans tout le territoire français. Merci à tous. Merci. Et je passe la parole à Miguel.